Bonsoir, nous sommes le mercredi 3 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Édition spéciale pour ce mercredi 3 février, le préfet des Yvelines, Serge Morvan, est notre invité. État d'urgence, économie, fusion départementale, il répondra à nos questions. Mettre l'enseignement à l'heure du numérique, c'est le projet de l'Académie de Versailles et de la DSDN 78. À l'aide d'un kit, des professeurs deviennent ambassadeurs du numérique auprès des élèves dans les Yvelines. De l'écriture du scénario aux phases de post-production en passant par le storyboard, tout est expliqué à la galerie de l'Écu de France sur le stop motion. Lettres de femmes, une exposition à découvrir jusqu'au 7 février à Viroflay. Et les agents de police font la grève des PV en cause l'annonce de la suppression de l'avancement spécifique ancienneté, une mesure qui permet aux policiers exerçant dans des secteurs difficiles de bénéficier au bout de 3 ans d'une bonification d'indice. Selon le syndicat Alliance, les carrières vont donc être ralenties. L'attente pour les mutations en province va se rallonger pour les policiers. Le commissariat de Versailles, de Vélizy, la police judiciaire de Versailles, la DDSP 78 et la police aux frontières de Saint-Cyr-l'École et de Plaisir sont d'ores et déjà concernés. Les fonctionnaires du commissariat de Versailles, les motards et la compagnie d'intervention des Yvelines ont déjà annoncé qu'ils suivaient cette grève des contraventions. Et cet après-midi, un meeting d'information publique organisé par le syndicat CGT des cheminots de Versailles a eu lieu à la gare de Versailles-Chantier. Ils mettent en cause les réformes envisagées par le gouvernement et dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. La CGT a également lancé un appel à la mobilisation et à la grève jeudi 4 février. Cela concerne toute l'Île-de-France. Un train sur 2 circulera sur les lignes des RER A et B. Pour cette réunion, 2 invités ont fait le déplacement. Le président du syndicat britannique des cheminots et son homologue italien du syndicat USB Transport ont parlé de leur lutte dans leurs pays respectifs. Les détails au micro de Camille Lambert. L'idée, c'est de mettre en perspective les situations qu'ils vivent dans leur pays en termes de privatisation du rail et d'attaque contre les conditions de travail des travailleurs du rail dans leur pays. Et puis de voir, au regard de ce qui se passe et des conséquences parfois dramatiques, notamment en Angleterre, dans leur pays, qu'est-ce qu'il risque de nous arriver et ce contre quoi il va falloir qu'on se batte, voire même qu'on s'unisse, tant cheminots que usagers, parce qu'il en va aussi de l'intérêt des usagers. Et ce soir, édition spéciale donc du journal en compagnie du préfet des Yvelines. Bonsoir Serge Morvan, merci d'être venu. Wilfried Richy nous a également rejoint. Bonsoir. Bonsoir Florane, bonsoir et Serge Morvan. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est une première de recevoir un préfet comme ça. On va consacrer un long moment de ce journal à parler avec vous de l'actualité, de votre parcours notamment. Vous êtes arrivé voici bientôt 6 mois dans le département des Yvelines. C'est votre premier poste de préfet. Et on va débuter avec un sujet forcément d'actualité. C'est la question de l'état d'urgence. François Hollande l'a dit, répété. Il souhaite une prolongation de 3 mois. C'est aujourd'hui que la mesure a été présentée en Conseil des ministres avec les avant-projets de loi d'application de la réforme constitutionnelle également. 3/4 des Français sont favorables, selon les sondages, à cette prolongation de l'état d'urgence. Il y a aussi eu des manifestations contre. Il ne faut pas oublier ceux qui s'y opposent. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est indispensable de prolonger l'état d'urgence aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, étant donné l'état de la menace, étant donné l'importance des mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l'état d'urgence, le président de la République et le Premier ministre ont considéré qu'il fallait prolonger l'état d'urgence de 3 mois. J'y suis évidemment, pour ma part, en tant que préfet, favorable. Concrètement, l'état d'urgence, cela signifie aussi une restriction possible des libertés, des couvre-feux, des assignations à résidence. Est-ce qu'on peut faire un bilan dans le département des Yvelines depuis la promulgation ? C'était le 14 novembre, au lendemain des attentats sur Paris. Oui, c'est exact. Depuis le 14 novembre, nous avons procédé avec les équipes et notamment les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, que je remercie, félicite de leur implication dans toutes ces mesures, dans toute cette lutte contre la délinquance et contre le terrorisme. Nous avons procédé à 110 perquisitions administratives. Le ministre a assigné 7 assignations à résidence. De manière plus globale également, mais dans le cadre plus général de la lutte contre la radicalisation islamique. Nous avons, par exemple, procédé à 10 interdictions de sortie du territoire pour des adultes et une vingtaine d'oppositions à la sortie du territoire pour des mineurs. Donc c'est encore en vigueur aujourd'hui ? À quel moment ce sera levé, ces assignations à résidence ? Alors, et quelle suite ?
Au moment de la prolongation de l'état d'urgence, toutes ces mesures d'assignation à résidence sont remises en cause et renouvelées si nécessaire. Donc le C'est ministre... pas automatique. Non, c'est pas une obligation. Enfin, c'est pas automatique. Voilà. Donc c'est pas une obligation de les renouveler, mais le ministre, avec également le ministre de l'Intérieur, là, avec évidemment ce que nous pouvons lui dire au niveau local, décidera ou non de les reconduire ou de les arrêter. Alors, puisqu'il est question de l'état d'urgence, peut-être quelques mots sur la prévention de la radicalisation. Avant même les attentats, c'était aussi une priorité de l'État. Depuis 2014, il existe un numéro vert et un site internet. Quel bilan vous faites un peu justement sur cette question? Alors, les personnes signalées dans les Yvelines représentent un chiffre d'à peu près 300. Donc, il y a 300 personnes signalées. Nous devons lutter contre la radicalisation islamique. C'est un travail évidemment de sécurité. C'est ce dont on venait de parler, perquisitions, affaires judiciaires. Les perquisitions ont donné, par exemple, lieu à 19 suites judiciaires. Sur les 110 dont je parlais à l'instant, il y en a 19 qui ont donné lieu à des suites judiciaires. Bon. Mais c'est aussi la prévention. Et la prévention, ça veut dire qu'il faut d'abord détecter. Il faut évidemment savoir quelles sont les personnes qui sont dans cette démarche de radicalisation, avec le risque effectivement de passer à un autre stade de radicalisation. Et il faut prévenir. Alors prévenir, ça veut dire quoi? Prévenir la radicalisation, c'est évidemment tout ce qui est éducation, tout ce qui est lien social, mais c'est aussi savoir détecter. Et donc d'où les formations à la prévention de la radicalisation. Il y en a eu 10, de 20 à 30 personnes, plutôt 30 personnes, récemment, et qui vont d'ailleurs se terminer au mois de mars. Et nous avons formé 300 acteurs. C'est 300 acteurs, donc c'est des enseignants, c'est des assistantes sociales, c'est des élus, c'est pour qu'ils puissent effectivement détecter au changement de comportement, soit d'un jeune, soit d'un moins jeune d'ailleurs, les prémices d'une radicalisation qui peut les conduire, je parle aux personnes radicalisées, à se lancer dans des actions qui seraient non républicaines et contraires évidemment à ce que nous souhaitons. Peut-être juste une question aussi, parce qu'une fois qu'ils sont détectés, comment vous intervenez? Vous déradicalisez ces personnes? C'est faisable? Parce qu'une fois que c'est détecté, une fois qu'on a identifié... Alors déjà, si on les identifie, on peut effectivement, comment on pourrait dire, les contenir dans des actions. On peut aussi les suivre pour savoir si effectivement ils franchissent ou non la ligne blanche. C'est très important là-dessus. Et puis, évidemment, nous essayons aussi de répondre aux actes qui sont délictueux. Justement, Serge Morvan, est-ce qu'il y a des foyers de radicalisation qui sont détectés dans les Yvelines? Si oui, lesquels? Est-ce qu'une attention particulière leur est portée? Oui, il y a effectivement des territoires où il semblerait que la radicalisation soit par bouche à oreille, par influence des uns et des autres, plus importante qu'ailleurs. Donc nous savons où sont ces foyers-là. Nous les traitons. Je n'ai pas tellement envie de stigmatiser les territoires ou les villes. Mais ça avait aujourd'hui été déjà devant détecté, vous, il y en a. Sans les mentionner, ça avait été déjà détecté avant qu'il y ait aussi ces attentats. Le travail a déjà été mené. Une partie du travail a été faite, mais là, nous remettons en cause ou en question aussi nos modes de travail, y compris police, gendarmerie, préfecture, pourquoi pas. Nous remettons en cause nos modes de travail pour être plus efficaces. Oui, vous considérez qu'il y aurait des choses... Il y a toujours des choses à améliorer. De réécrire l'histoire, mais il y a toujours des choses à améliorer. Il aurait fallu, et en tout cas, il faut aujourd'hui aussi... Il faut continuer, en tout cas, à améliorer notre lutte. Façon dont vous travaillez. Pardon, excusez-moi, je parlais en même temps. Allez-y. On peut rappeler aussi que le procureur de Versailles, donc Vincent Léclou, a annoncé la création en février d'un groupe local de traitement de la délinquance dédié à la lutte contre la radicalisation en coordination avec le parquet de Chartres. La première réunion doit se tenir d'ailleurs demain jeudi. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur ce sujet? Ça concerne là le parquet directement, et le parquet a aussi embauché, recruté une assistante qui va travailler effectivement particulièrement sur ces thèmes, en lien étroit avec nous. De notre côté, à la préfecture, nous avons aussi du recrutement de personnes qui vont être affectées directement et spécifiquement au traitement de la radicalisation. Donc nous travaillons en bonne intelligence avec le procureur Vincent Lesclou et aussi avec tous les substituts au procureur adjoint. Je crois qu'il y a d'un côté le traitement judiciaire, de l'autre le traitement administratif. Ce qui est important quand même, c'est que chacun dans son rôle, nous travaillons ensemble à diminuer
évidemment les risques et les conséquences de cette radicalisation. Une dernière question justement autour de cette question de l'état d'urgence et puis on va avancer un petit peu dans l'entretien. Il y a plusieurs aspects à l'action du gouvernement sur les questions d'état d'urgence, de radicalisation. Il y a aussi l'aspect sécurité, prévention. Vous avez lancé une campagne autour des gestes qui sauvent au lendemain des attentats, savoir réagir aussi. Alors il y aura 87 sessions qui vont être organisées pendant les week-ends de février pour apprendre les gestes qui sauvent. C'est essentiellement assuré par le SDIS, la protection civile et la Croix-Rouge, avec comme partenaires les mêmes plus les élus. Pour s'inscrire, le site de la préfecture permet de le faire. Aujourd'hui, il y a 10 personnes possibles par session, ça fait 870 personnes. Il y en a 147 aujourd'hui de personnes inscrites. Donc il y a déjà une demande qui existe. Il y a une demande, il y a aussi des sessions qui sont organisées par l'Éducation nationale. Samedi 6 février, on a 3 sessions organisées par l'Éducation nationale où on attend 50 personnes à chacune des sessions. Autre sujet présent, Serge Morvan, vous êtes là en plateau avec nous, on va parler de vous. Vous êtes énarque, vous avez pris vos fonctions dans les Yvelines donc, en août dernier, comme le disait Wilfried. Vous avez travaillé 2 ans donc, au ministère de l'Intérieur, notamment comme conseiller technique. Et dernièrement, vous avez été directeur du cabinet du secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Vous avez travaillé sur la loi de décentralisation du 28 janvier 2014, qui vise à clarifier les modes de scrutin des collectivités, des intercommunalités, mais aussi clarifier leurs fonctions, leurs compétences et leur périmètre. Votre analyse des Yvelines, qui est quand même un département assez hétérogène? Les fonctions que j'ai occupées avant de devenir préfet des Yvelines, vous n'avez pas cité, mais c'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. Vous étiez sous-préfet de la Réunion également. J'ai été également directeur général des collectivités locales pendant 3 ans, de juillet 2012 à août 2015. Donc c'est pour ça que je le dis. Et évidemment, la direction générale des collectivités locales est la direction de l'administration centrale chargée de préparer et élaborer les textes de la réforme territoriale. Et donc les nouvelles interco. Oui. Donc notamment les nouvelles intercommunalités, même s'il n'y a pas que cela, il y avait aussi les nouvelles régions. On en parle beaucoup. Il y a eu des rencontres hier et avant-hier entre les nouveaux présidents de région, le président de la République et le Premier ministre pour parler d'emploi et de développement économique. Donc ça, c'est les régions. La région bénéficie depuis le 1er janvier 2016 et surtout depuis le 1er janvier 2017 bénéficiera des compétences premières en termes de développement économique et d'emploi. Et puis, il y a les intercommunalités également. Donc, au sein des Yvelines, j'ai eu le plaisir de constater que les choses étaient bien avancées en matière de construction intercommunale, puisque dans le cadre du schéma régional de coopération intercommunale, un certain nombre d'intercommunalités de grande taille, de population importante, ont été créées au 1er janvier 2016. J'ai signé les arrêtés en fin d'année de création, notamment par exemple la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui comprend 405 000 habitants au nord-ouest du département, ou celle de Saint-Germain-Boucle de la Seine, qui en comprend 340 000. Donc je suis ravi, moi, parce que l'intercommunalité, c'est avant tout un regroupement de communes qui permet de mener des politiques publiques plus importantes et plus pertinentes en faveur de la population par le regroupement des moyens, des ressources et des objectifs politiques des élus qui composent, des communes qui composent cette intercommunalité. Donc quand on a des intercommunalités fortes, on peut faire plus de choses au service de la population. Mais ça s'est fait dans la douleur quelquefois. Il y a certaines communes qui n'étaient pas très favorables à leur rapprochement avec l'une ou l'autre des intercommunalités. Un exemple, puisque c'est sur le secteur, la ville de Coignères. L'ancien maire avait même organisé un référendum et la population s'était prononcée contre l'intégration dans Saint-Quentin en Yvelines. Alors c'est difficile évidemment parce que certaines communes, et je les comprends, où certains élus, voire la population, a peur d'être diluée dans un ensemble plus grand et de perdre finalement la maîtrise de son propre avenir. Je crois que ça, c'est des craintes qu'on a avant. Lorsque ça se passe bien, 2 ans ou 3 ans après, les mêmes communes, les mêmes élus ne veulent surtout pas sortir de l'intercommunalité parce qu'ils se sont aperçus eux-mêmes que ce qui peut être fait au niveau de l'intercommunalité est très favorable pour eux. Et donc j'espère que dans quelques semaines, quelques années en tout cas, à Coignères comme ailleurs, ceux qui ont émis des doutes s'apercevront qu'au contraire, c'est vraiment une bonne chose, l'intercommunalité. Ce n'est pas la réponse miracle, mais c'est une bonne chose. Mais ça crée aussi des tensions entre les partis politiques, entre la droite et la gauche. Vous voyez où je veux en venir sur Saint-Quentin en Yvelines, c'est assez conflictuel, les relations sur la gestion de cette agglomération. Là aussi, pour avoir une intercommunalité qui fonctionne, il faut qu'on trouve
une manière de travailler en commun, et quand je dis on, c'est les élus surtout, une manière de travailler en commun qui apaise les relations. Alors, il peut y avoir, au moment de la Constitution, au 1er janvier 2016, un certain nombre de tensions. Moi, je fais confiance aux élus concernés pour qu'ils trouvent les moyens de travailler ensemble au service de la population, parce que c'est l'intérêt de tout le monde et le leur, dans les prochaines semaines. Donc, je ne suis pas inquiet. Je suis, par contre, très vigilant. Je regarde ça de près, oui. Une autre problématique du département, c'est aussi l'accueil des gens du voyage. 2 aires de grands passages doivent être créées, près de 250 places doivent être créées. Où en est ce dossier qui avait déjà commencé avant votre arrivée ? Alors, quand vous prenez le schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui a été adopté en 2013, vous avez 2 aires de grands passages qui ont été prévues, l'une au nord du département, l'autre au sud. Celle au nord a déjà été identifiée et la décision a été prise. Maintenant, une fois que la décision est prise, il faut la mettre en œuvre. Il faut qu'effectivement cette aire fonctionne. J'espère que ça sera possible à l'été prochain. Pour cela, il y a un certain nombre d'aménagements à faire. C'est à Triel-sur-Seine, hein, vous le savez, tout le monde le sait, je crois, mais enfin, ceux qui ne le savent pas, je le dis. Dans le sud du département, nous n'avons pas encore réussi à déterminer le lieu exact. Lorsque je suis arrivé en août, j'avais dit qu'effectivement, je prendrais la décision, puisque c'est une décision qui relève de l'État, de définir le terrain, ou les terrains, mais en tout cas le terrain, susceptible d'accueillir une aire de grand passage dans le sud des Yvelines. J'ai dû remettre un peu ma décision que j'avais prévue de prendre au mois de novembre, du fait des événements du 13 novembre, qui m'ont conduit à ne pas mettre comment on pourrait dire, une décision susceptible de créer des divisions au sein du département, alors que nous avions besoin de l'action de tous contre les attentats. Mais je reprends le dossier, je n'ai pas oublié ce que je vous ai dit, et c'est important que nous fassions tout ce que nous avons dit. Donc, d'ici la fin du mois de mars, je prendrai la décision sur l'aire de grand passage du sud des Yvelines. Entre-temps, je vais consulter encore. Donc si on revient au sujet donc, des intercommunalités, donc en marche des intercommunalités, c'est le département des Yvelines qui est amené à être bouleversé, il va se rapprocher des Hauts-de-Seine avant une éventuelle fusion. Vendredi sera lancé un établissement public de coopération interdépartementale ainsi que la fusion des sociétés d'économie mixte d'aménagement. Alors avant de nous dire ce que vous en pensez, Serge Morvan, nous avons posé la question aux Yvelinois. Regardez. Non, ce serait bien, ça ferait deux grands départements qui... pour l'emploi, pour l'habitation. Non, très bien. Non, je vois pas l'intérêt. On a déjà 50 ans en Yvelines qui est développé, on va pas se mettre avec la défense. Je ne suis pas contre, parce qu'autrefois il y avait la Seine-et-Oise qui comprenait l'Oise et puis les Yvelines. Alors on a réduit et puis pourquoi pas, si ça peut réduire éventuellement les frais, oui, je suis pour, oui. Il faudrait certainement rebaptiser le département, comme ça se fait pour les régions, mais il n'y a aucun problème. La réforme de région, ça a été du n'importe quoi, alors donc maintenant je me méfie de tout. Alors les avis sont différents. Votre réaction justement par rapport à leur ressenti de ces habitants ? Alors, en tant que directeur général des collectivités locales ou directeur de cabinet du secrétaire d'État à la réforme territoriale, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai travaillé sous l'autorité du gouvernement pour faciliter les fusions possibles de départements. Donc, je ne peux pas être contre une fusion de départements dans le département où j'ai été nommé préfet. Donc, je suis par principe favorable. Après, c'est quand même une question qui concerne les élus d'abord et leur population. Comme vous le savez, il faut qu'ils mettent cela à l'ordre du jour si on va jusqu'à la fusion de leurs assemblées départementales et qu'ils obtiennent 3/5 des voix pour. Si c'est le cas après, le dossier est passé à l'État. Et l'État, par un décret en Conseil d'État, donc, doit examiner l'intérêt, la faisabilité du projet de fusion. Donc on n'en est pas là encore, mais c'est une première étape que de créer un établissement public interdépartemental et de fusionner les SEM, et même, je crois, savoir le service d'archéologie préventive. Donc bon, c'est une première étape, je suivrai ça de près. Avec évidemment. Un référendum ou pas ? Non, la loi justement de 2015, de janvier 2015, ne rend pas le référendum obligatoire. Maintenant, rien n'empêche, effectivement, s'il le souhaite. Pas la volonté pour l'instant de Pierre Bédy, le président du département des Yvelines. Mais les conseillers départementaux représentent la population du département. Donc, à partir du moment où ils sont d'accord,
c'est au choix des élus et du président et des présidents là en question de savoir si oui ou non ils veulent faire un référendum. Le département, justement, la semaine dernière, vous étiez devant les élus de ce conseil départemental des Yvelines, vous avez fait le bilan de votre action. On pourrait parler de la délinquance, avec un bilan plutôt satisfaisant, plus presque 28% d'élucidation des affaires d'atteinte aux biens, par exemple, diminution de 17,49% des violences physiques. Il y a juste deux sujets, puisqu'il faut faire des choix qui ont retenu notre attention. C'est déjà la question du logement. Ensuite, on parlera de l'économie avec Florane. Mais sur le logement, l'enjeu principal, c'est de poursuivre la construction pour plus de mixité sociale. Et vous voyez forcément où je veux en venir. C'est cette fameuse loi SRU qui impose des quotas, 25% de logements sociaux dans les nouvelles constructions, dans les communes. Aujourd'hui, toutes les communes n'y sont pas, et notamment aussi dans les Yvelines. Alors, il y a eu beaucoup de logements sociaux qui ont été créés en 2015 dans les Yvelines. C'est même remarquable parce que l'augmentation du nombre de logements sociaux dans les Yvelines est à peu près 28% en 2015, alors qu'au niveau national, on est bien loin de ce chiffre, et au niveau régional, bien loin de ce chiffre. Ce qui prouve qu'on peut créer des logements sociaux dans les Yvelines. Maintenant, force est de constater, comme on dit parfois, que les taux requis par la loi ne sont pas atteints partout. Et donc, il va falloir créer, en 2016, 4000 logements sociaux supplémentaires si on veut rester dans la trajectoire que nous impose à tous la loi dite SRU, modifiée par la loi dite Allure. Enfin bon. Et donc, j'y serai très attentif avec les services de la direction départementale des territoires. Mais il y a des communes qui ne jouent pas le jeu aujourd'hui ? Alors, qui ne jouent pas le jeu, j'irai pas jusque-là. Parce que, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Il y a 8 communes aujourd'hui, en 2015, qui n'ont pas atteint leur objectif et donc qui sont dites carencées dans le département. Oui, dans le département. 8. Et sur ces 8 communes, toutes ont été d'accord pour signer des conventions quand même de mixité sociale avec l'État. Donc, elles n'ont pas atteint leur objectif, mais on ne peut pas dire qu'elles ne jouent pas le jeu. Maintenant, c'est vrai qu'année après année, les objectifs sont plus difficiles à atteindre et que si on ne fait rien, il est possible qu'en 2016, on ait une trentaine de communes dites carencées, donc qui n'atteignent pas leur objectif, alors qu'il n'y en a que 8 en 2015. Et en un mot, il faut les sanctionner, ces communes ? Alors, il y a des dispositifs qui sont prévus, effectivement, pour prélever sur leur budget des sommes qui sont de plus en plus croissantes au fur et à mesure qu'on s'éloigne du moment où on aurait dû atteindre l'objectif. Donc c'est parfois assez lourd. Et donc je ne doute pas que nous aurons des discussions intéressantes avec tous les élus des maires concernés dans l'année 2016. Pour que les choses soient faites et vite, forcément. Voilà. On parle de logement, on parle aussi d'économie, du soutien à l'économie. Justement, l'industrie automobile est un enjeu de taille sur notre territoire. Un hub automobile va être mis en place. Ce serait un outil donc facilitateur et structurant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les acteurs de la filière ? Ça veut dire concrètement qu'en ce qui concerne Peugeot et Renault dans le Val-de-Seine, on met en place un dispositif qui permettra de mettre en commun non seulement les idées, les débats des uns et des autres, mais aussi des plateformes susceptibles de faciliter les embauches, les reclassements, etc. etc. Donc c'est un élément très important pour l'avenir de la filière automobile qui, comme vous l'avez dit, est si importante pour les Yvelines et pour le Val-de-Seine. Le président a annoncé vouloir étendre les compétences des régions en matière de formation et d'apprentissage donc dans son plan d'emploi d'urgence. Le conseil départemental a déjà voté une réévaluation des primes pour les apprentis de 150 à 500 euros. Vous allez aller plus loin, vous allez promouvoir justement l'apprentissage du côté des entreprises ? En tout cas, l'apprentissage est effectivement un vecteur très important d'emploi et de formation qui a subi pendant de trop nombreuses années une certaine stigmatisation et que l'on doit aujourd'hui au contraire promouvoir. Donc tout ce qui pourra être fait sera fait au niveau de la préfecture des Yvelines, dans les compétences qui sont celles de l'État et de l'État départemental, si vous me permettez cette rapidité de présentation. Et oui, rapidité, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette séquence. Dommage. Juste un dernier mot, on aurait toujours plein de choses à dire, mais vous serez le bienvenu pour revenir parler sur ce plateau, bien évidemment. Juste une dernière question, puisque les départements qui expriment parfois, et en tout cas en ce moment, pas mal de colère sur les baisses des dotations de l'État, par exemple, vous leur dites quoi ? De ne pas s'inquiéter ? En tant que représentant de l'État ? Non, je leur dis qu'effectivement, actuellement, il y a des discussions assez importantes entre l'ADF, l'Assemblée des départements de France, et l'État, notamment le Premier ministre, pour travailler sur les... comment on pourrait dire ? Par exemple, sur la recentralisation du RSA ou sur ce genre
d'action sur les dépenses des départements. Il y a aussi des économies qui peuvent être faites dans le cadre de l'action de chacun des départements. Cela étant, je suis bien conscient des difficultés budgétaires des départements aujourd'hui, que ce soit celui des Yvelines ou d'autres départements de France. Ce qui explique les volontés de rapprochement aussi, comme avec les Hauts-de-Seine, Ce qui par peut exemple. Voilà. peut-être effectivement expliquer Faire cela. des économies. Merci Serge Morvan. Merci Wilfried, merci Serge Morvan. Vous retrouvez Merci le reportage donc sur l'exposition stop motion Lettres de femmes tout de suite avec Sephora Namani dans la nouvelle édition du kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin en Yvelines. Je vous souhaite une bonne soirée et vous retrouve demain pour une nouvelle édition. On parlera des kits 17-8, numériques le aussi journal. demain. Des kits numériques également que nous avions annoncé. Ce sera pour demain. D'éducation, on va y arriver. À demain. Au revoir. Au revoir.